une joie d'être là déjà parce que tout simplement nous sentons l'opportunité, si on peut dire, de se voir ensemble dans des conditions meilleures par rapport à tout ce qu'on a vécu dans les dernières années. Nous avons entamé déjà ce genre de réflexion l'année dernière, théologie et technologie. Ça ressemble en quelque sorte, mais c'est vraiment très différent en même temps. Et on a eu une décision prise justement pour prolonger la réflexion de l'année dernière et pour la, si on peut dire, affiner concernant les derniers mouvements de tout ce qui s'est passé dans la société. Et je nomme ici l'apparition de ChatGPT. Et aussi, on devait se pencher un tout petit peu sur l'euthanasie parce que ça s'est entré vraiment dans les préoccupations très concrètes de la société. Il y a une loi qui est apparue entre-temps et tout ça. Donc, à l'heure actuelle, je vais vous présenter, surtout on va se pencher sur le changement culturel, si vous voulez, qui est en train de se produire aujourd'hui par rapport à ce genre d'apparition des outils qui nous surprend. À la fois, on peut les décortiquer, on peut dire que bon, c'est pas grand-chose finalement. Comme on a dit hier, le perroquet statistique. Bon, ça dit les choses d'une façon que ça ne nous impressionne pas trop. Mais pourtant, les outils qu'on a à l'heure actuelle, qu'on constate, qui nous surprend. Et Elon Musk, il a été fortement surpris lui-même, même s'il est la plus riche personne sur la planète à l'heure actuelle, à cause de Tesla, voilà. Non, c'est pas lui, c'est Bernard Arnault. Ah, peut-être. La concurrence est rude, hein. Voilà, mais oui, ok. C'est un Français. Oui, ok. Oui. On est soulagé. Voilà. Mais de toute façon, Elon Musk, si vous voulez, c'est à la tête du changement technologique actuel en tant qu'entrepreneur. Donc vous voyez que ce n'est pas uniquement les scientifiques qui changent, mais vraiment ceux qui se donnent les moyens pour pouvoir produire des nouveaux produits, des nouvelles technologies et tout ça. Bon, donc ChatGPT, c'est une surprise. Après, il faut vraiment, comme exercice de la vie ecclésiale, de comprendre le mécanisme et de voir ensemble comment on peut se rapporter à ça. Bon, donc mon intervention aujourd'hui concerne deux, disons, directions complémentaires. Une que j'ai commencé l'année dernière, que je vais donner au moins quelques éléments, ou rappeler ou donner pour ceux qui n'étaient pas là, et aussi entamer une sorte de réflexion, l'attractivité et l'addiction digitale. Et la deuxième, c'est l'offre, on dirait, irrésistible de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire ce qui est derrière, si vous voulez, le ChatGPT. Concernant le premier titre, bien sûr, les deux concernent comment l'informatique façonne notre compréhension, notre attitude actuelle. Parce que ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a des outils, on n'est pas nécessairement censé à les utiliser, mais ça se répand d'une façon spectaculaire, plus que, je ne sais pas, un rythme, voilà, si c'est 1 milliard qui touche le ChatGPT, on se rend compte qu'il est paru le mois de novembre l'année dernière. Donc voilà, c'est une dynamique tout à fait impressionnante. Et donc les deux points que je veux toucher, en fait, c'est deux points qui vous illustrent un phénomène qui est en cours de se passer à l'heure actuelle, c'est-à-dire ça nous attire véritablement. Ça nous attire, c'est-à-dire ça nous envie de telle façon qu'on ne peut pas dire non. Et de l'autre côté, c'est des outils que les autres utilisent, et à cause de ce fait, en fait, il y a une compétitivité énorme dans les entreprises ou voilà, dans nos vies professionnelles qui fait qu'on se sent à un certain moment invité à utiliser les mêmes produits. Et en les utilisant, nos vies commencent à changer. Concernant le premier chapitre de mon intervention, l'attractivité et l'addiction digitale, je ne veux pas nécessairement répéter ce qui est écrit sur l'écran, ça vous pouvez le faire. Je vous dis tout simplement qu'on vit à une époque assez spéciale, assez particulière. Pourquoi ?
parce qu'il y a des possibilités technologiques qu'on n'a pas imaginées auparavant. Et par exemple, ce qui s'est passé dans les dernières 20 ans, par exemple, l'espace de communication sociale, où les acteurs, si vous voulez, qui fabriquent ce genre de rencontres mondiales entre les individus différents, investissent d'une façon programmée pour susciter la curiosité de l'utilisateur. J'attire l'attention sur le fait que c'est à peu près la première fois dans l'histoire de l'humanité quand c'est une nouvelle marchandise, si vous voulez, qui apparaît. Et cette marchandise, c'est notre intérêt, notre curiosité, qui devient un point fort pour nous attirer, pour qu'on soit en ligne. Et le temps vécu en ligne, le temps investi dans les produits informatiques, mais ça constitue l'or des entreprises qui mettent des produits accessibles à tout le monde. Mais encore, eux, pour pouvoir réussir ce pari, parce qu'il est redoutable, ils doivent nous attirer d'une façon vraiment compétitive, professionnelle. Et c'est aussi pour la première fois, à mon avis, dans l'histoire au moins récente, mais dans l'histoire peut-être de l'humanité, qu'on utilise si vous voulez, les compétences médicales, les compétences d'ordre psychologique, neurologique ou autre, pour pouvoir fidéliser les gens qui sont notre cible, notre public, ou leur public. Okay? Donc, on invite des collectifs de chercheurs et tout ça pour faire un travail payé, voilà, pour que ça soit presque addictif. Et comme ça, le temps vécu, ça se monétise et ça devient la valeur de la société sur le marché. Donc il y a un mode opératoire des réseaux. Imaginez surtout les enfants qui sont devant une offre globale et eux, ils doivent répondre depuis leur âge. Et donc, ils sont dans un système qui profite, par exemple, pour la socialisation. Parce que nous sommes des êtres, on va revenir là-dessus, sur le côté théologique, on est des êtres relationnels. Nous avons besoin d'entrer en relation, de développer nos relations avec les autres, les uns avec les autres. C'est notre façon d'avoir notre propre croissance en tant que personne. Et donc, on exploite à l'heure actuelle ce besoin en offrant des possibilités qui sont à la fois magnifiques parce qu'on peut se mettre en contact avec les gens qui sont partout. C'est aussi un avantage immense d'avoir accès à tout le monde partout, ça c'est formidable. Et en même temps, on peut aussi profiter de ce système-là pour vendre par exemple des produits ou pour suggérer, si on peut dire, d'une façon persuasive, que telle ou telle attitude, ou tel produit, ou telle doctrine est intéressante et mérite d'être vécue aujourd'hui. Donc, on est dans un système, dans une globalité, si on peut dire, à l'heure actuelle, qui à la fois promet beaucoup, mais qui nous met aussi dans des situations où il faut vraiment être vigilant. Et bien sûr, d'une façon très concrète, les sociétés utilisent beaucoup nos réactions, c'est-à-dire quand vous donnez un like, quand vous donnez un commentaire et tout ça, ça se transforme dans quelque chose, dans un profil qui vous appartient. Eux, ils peuvent vous identifier. Vous voyez, toujours ce genre de calibration que le ChatGPT le fait aussi d'une façon sans le voir. On calibre toujours certains paramètres. Donc, quand vous entrez, par exemple, de nouveau en ligne, on sait pertinemment que c'est vous qui avez telle ou telle préférence, telle recherche et tout ça. Et on vous livre, là, quand vous vous connectez, on vous livre ce qui vous intéresse. Vous avez vécu tout ça, par exemple, vous avez cherché un produit et le lendemain, par exemple, quand vous cherchez autre chose, par exemple, il y a une réclame avec le produit que vous avez cherché auparavant. Ça, c'est c'est presque inoffensif par rapport à ce qu'ils peuvent développer. Imaginons, et ça c'est le côté théologique, imaginons un monde où chacun est chez soi, à la maison par exemple, mais il est entouré par les réponses que le système global lui donne par rapport à ses préférences.
On est dans une sorte de boule qui se configure en fonction de ce que je veux, j'ai besoin, je rêve et tout ça. Vous voyez? Et à un certain moment, il y a une pression sur la personne humaine parce qu'il y a une sorte de confort, si vous voulez, qui s'installe. On n'a plus besoin de sortir parce que de toute façon, tout peut se passer chez moi. Et même la nommée socialisation, en fait, il y a des plateformes, il y a des milieux informatiques où vous pouvez rencontrer, on peut rencontrer ses copains, on peut rencontrer des gens qu'on n'a jamais vus voilà, face à face, mais avec lesquels je développe certaines choses. Donc, du coup, il y a une sorte de sédentarisation et on se contente, voilà, de communiquer à distance. Il y a des mots-clés qui apparaissent aujourd'hui, donc sachons tout simplement pour nous et pour nos enfants qu'à l'heure actuelle, il y a toute une stratégie et les moyens nécessaires pour que ça soit vraiment, que ça nous prend vraiment, pas un otage, mais quand même, voilà, qu'on profite bien de notre présence. Et voilà, la situation que j'ai mise sur l'écran, c'est que tout simplement, aujourd'hui, c'est un changement de paradigme, si vous voulez, c'est-à-dire il y a des gens professionnels qui savent comment faire pour que ça soit intéressant, voire irrésistible même dans la mesure du possible. Après, nous avons nous aussi des mécanismes. Mais la situation que vous voyez ici, c'est qu'il y a des collectifs qui travaillent et que vous êtes seul devant un produit, mais derrière le produit, c'est tout un collectif qui fait en sorte que le produit soit intéressant pour vous. Et nous avons, les jours passés, on a cité ça, mais je peux le dire de nouveau, nous ne sommes pas les clients, nous sommes les produits. Nos yeux et notre attention sont vendus sur ces plateformes. Mon attention est systématiquement excitée par des algorithmes qui savent exactement ce que je veux. Parce que je veux ce que je regarde. Plus il retient longtemps sur un écran, plus il gagne d'argent. Je suis en train d'inventer de nouvelles stratégies pour extraire autant d'attention que possible. C'est le véritable prix de la navigation sur le net. Et il y a une sorte de proverbe contemporain qui dit que si ça ne coûte rien, c'est toi, voilà, il y a un paiement quelque part, il y a une addition quelque part. Ok, donc il y a aussi, on parle d'une politique génératrice de satisfaction, c'est-à-dire on donne satisfaction à travers les moyens maintenant techniques. Et donc, en répétant, si vous voulez, ce genre de mécanisme, par exemple, les consultants en neuromarketing sont conscients que les techniques utilisées répriment les zones du cerveau associées au contrôle et au jugement en faveur de l'activation des cellules associées au désir et à l'appétit. Lorsque quelque chose devient intéressant, il provoque une augmentation de la dopamine, un neurotransmetteur associé au désir, à la motivation, à l'accès à la récompense. Il y a une autre idée clé, l'avatar. Vous connaissez le mot? L'avatar, c'est ce qu'on devient en ligne. Voilà. L'avatar, si on pense d'une façon, disons, philosophique ou théologique, en fait, on réinvente en quelque sorte notre propre personne. C'est-à-dire, moi je suis comme ça dans la vie quotidienne, mais dans un milieu, un tel milieu informatique, c'est moi-même, mais d'une autre façon. Et les règles peuvent être très différentes. C'est-à-dire, j'agis selon les règles du milieu informatique. C'est-à-dire, dans ce milieu, s'il n'y a que des robots, par exemple, des machines qui sont construites, je ne sais pas comment, des voitures, des maisons et tout ça, moi, je m'adapte aux règles du milieu. Et donc, ça peut être un jeu, mais si ça prend des proportions au niveau temps que je dépense pour être là, vous imaginez qu'il y a une sorte d'influence dans la vie courante, dans la vie quotidienne, c'est-à-dire la manière de penser dans le milieu informatique devient un peu ma manière de penser. Imaginons par exemple les gens qui sont dans les jeux de combat par exemple, si je deviens un vrai soldat, les écrans peuvent être très ressemblants, mais sauf que c'est réel cette fois-ci. Je tire sur des personnes réelles par exemple, mais ça ressemble beaucoup aux écrans que j'avais auparavant, qui sont des simulateurs qui marchent très bien et tout ça. Donc, pour dire qu'en fait, la frontière
entre le monde réel et le monde, disons, imaginaire ou virtuel ou tout ça, ça change par ce genre de pratique. D'ailleurs, tout ce qu'on a dit depuis 2 jours nous remet, nous invite, si vous voulez, à réfléchir à quelques mots clés. Réel, réalité, virtuel, artificiel, naturel. Parce qu'ici, ça joue tout. Donc, virtuel, est-ce que le virtuel qu'on utilise, on utilise le mot virtuel aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le virtuel compris d'une façon classique? Pas du tout. Le virtuel a une réalité à lui, à l'heure actuelle. C'est pas dans le jeu de possible, c'est vraiment une structure, sauf qu'elle n'a pas de matérialité. Donc le mot virtuel à l'heure actuelle désigne des choses qui ne sont pas matérielles, mais qui sont très réelles dans le monde qu'on a fabriqué avec ce genre de moyens. Donc finalement, moi en tant que réel, je plonge dans le monde virtuel, et le monde virtuel qui a sa réalité à lui influence le réel tel que je suis, parce que je retourne dans mon monde avec des habitudes, une façon de penser, une façon de toucher les choses, de me rapporter aux réalités autour de moi, qui peut changer avec l'exercice. D'où l'apparition aujourd'hui, par exemple, il y a de nouvelles perspectives, par exemple, dans la vie de l'Église. Le carême peut embrasser aussi ce genre de pratique, de s'abstenir par rapport à ce genre d'investissement personnel, justement pour gagner la liberté. Mais l'avatar, si vous voulez, c'est moi plongé différemment dans un monde avec des lois qui sont différentes du monde réel. D'où toute la difficulté sur Internet, je peux vous dire, par exemple, même si on n'a pas des avatars, par exemple, sur Facebook, mais Facebook prépare le métaverse où tout sera avatar. On prépare pour la France, un système de pouvoir même payer les impôts et tout ça. Tu as ton avatar à toi qui devient, en fait, ton identité numérique deviendra au fur et à mesure ton avatar dans un monde en parallèle avec le nôtre, informatisé, où tu vas payer tes impôts, tu te déplaces à droite, à gauche, voilà. Tu dois maîtriser de toute façon ce milieu. C'est pas mes idées, mais c'est des discussions dans des milieux très hauts, si on peut dire. Ils préparent l'avenir aujourd'hui, ils veulent implémenter ce genre de choses, au moins ils discutent. Donc, pour dire que l'avatar, c'est pas uniquement dans les jeux. L'avatar, c'est ce que je deviens moi dans un milieu différent du monde réel. Et que l'avatar suppose que je joue selon d'autres règles. Ce qui met une pression sur moi par rapport à ce que je suis moi-même d'habitude. Parce que ça entre aussi dans c'est des nouvelles habitudes que j'apprends. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Je dis tout simplement par rapport à nous, par rapport à nos enfants, qu'on est dans un monde qui se structure comme ça. On n'est pas sortant de toute vision catastrophique ou voilà. On n'est pas. La discussion ne se porte pas dans cette direction-là. Il est sûr qu'il y a des avantages et des désavantages. Voilà, les trottinettes à Paris, voilà, tout le monde les utilise. Les couples, ça me fait un plaisir immense de voir que lui et elle, utiliser ensemble la trottinette et tout ça, mais les Parisiens ont voté, entre-temps, de les sortir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il y a un coût. Ils ont eu tant d'accidents. Ils ont réduit la vitesse de voiture à 30 km à l'heure pour que ça ne soit pas une grosse différence entre la vitesse de la voiture, la vitesse des autres, les trottinettes par exemple, ou autres. Mais finalement, ils ont décidé de les sortir. À mon avis, on est dans un monde où on ne peut pas sortir tout ce qu'on veut. Voilà, on va jouer dans ce monde qui a ses règles et ses avancées, mais c'est tout simplement, il nous faut notre participation à nous dans ce monde et des éléments de discernement. C'est tout. Donc, tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, tout ce que je présente ici, on n'est pas dans des visions, voilà, il faut se réfugier, je ne sais pas où. Le problème était déjà résolu par Saint Basile le Grand.
parce qu'à son époque, l'enseignement, par exemple, il était païen, complètement. Donc, il a dû choisir pour lui et pour les fidèles, soit on se retire, soit on assume, on essaie de changer par notre participation. Tout ce que je fais en tant qu'étude et tout ce que je fais en tant que vie, c'est d'assumer ce qu'on nous donne comme société et de les transformer, d'être au milieu de là où on peut dire quelque chose. Bien sûr qu'il y a des milieux où on ne peut pas dire grand-chose, où on apprend les choses tardivement, mais soyons des chrétiens vigilants, mais au milieu de, voilà, de ce qui se passe, parce que c'est notre monde, ce n'est pas le monde... voilà. Donc, pour dire que dans ce monde-là, on est en train de décortiquer un tout petit peu ce qui se passe. Donc, à l'heure actuelle, le monde virtuel a une influence bien réelle sur notre vie, voilà, réelle, dans le sens où le temps dépensé en ligne, la façon dont on présente les produits, la façon dont on structure les milieux virtuels engendre en nous des changements de comportement, de pensée, de vision et tout ça. Et ça, c'est un sujet important traité dans la vie de l'Église. Le deuxième volet de mon intervention aujourd'hui, c'est surtout ce qui concerne voilà, les préoccupations de cette année, c'est ce que je nommais l'offre irrésistible de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire c'est cette nouvelle branche, si on peut dire, de l'intelligence artificielle, parce qu'on a eu des étapes. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a pensé pour l'université d'été, justement, il y a des spécialistes qui vous ont offert ce qui est l'intelligence artificielle. Maintenant, on voit les produits. Je vous attire l'attention sur le fait que je ne vais pas citer énormément en fait, des références vraiment scientifiques. Je n'ai aucune prétention de pouvoir vous offrir une synthèse parce que cette année, c'était le plus simple parmi toutes les universités d'été. C'est-à-dire il y a tant de choses qui se passaient entre-temps que c'est très facile de vous le présenter comme ça parce que ça éclate vraiment. Il y a tant de nouvelles formidables que c'est très facile de faire ça, mais on n'arrive pas à faire une synthèse. Ça bouge dans toutes les directions. Il y a une sorte de changement de paradigme. Je vais vous démontrer que ça touche des préoccupations humaines qui sont très, très différentes. Donc l'intelligence artificielle générative, j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui reste derrière, ce qui est derrière ce produit qui s'appelle ChatGPT. Et je donnais une citation ici, voilà, un sociologue actuel. Pourquoi? Parce que l'apparition de cet outil met de la pression sur le monde du travail, sur nos préoccupations professionnelles. On se rend compte ou pas, mais ça tourne d'une façon impressionnante. Je donne un exemple. Ma femme qui est interprète, par exemple, il y a des missions d'interprétariat dans le privé. Peut-être à l'heure actuelle, je ne sais pas si le pourcentage reste le même, 7 sur 10 me semble-t-il, je ne sais pas combien. Il y a des offres où tu es invité pour un prix qui est presque rien par rapport à ta prestation normale, de contribuer à corriger une intelligence artificielle pour qu'elle progresse. Donc tu es payé en tant qu'interprète d'entraîner une intelligence artificielle qui à un certain moment, dans quelques années bien sûr, elle va faire son travail à ta place, par exemple. Donc tu es évacué au fur et à mesure avec ton concours. Dans le monde de la médecine, bien sûr qu'il y a une pression, par exemple, il y a des choses, on va développer là-dessus. Il y a des missions, si vous voulez, qui peuvent être mieux faites avec le concours de l'intelligence artificielle. Donc ça met la pression, par exemple, pour certaines disciplines, par exemple pour les radiologues ou pour d'autres, dans l'expertise de pouvoir identifier certaines choses apparemment, où il y a des études qui sont en cours et qui vous disent que certaines intelligences artificielles peuvent obtenir de meilleurs résultats par rapport aux cliniciens qui ont même une expérience derrière. Mais on va revenir là-dessus. De toute façon, à l'heure actuelle, il y a une offre, vous avez un outil, un nouveau outil, et tout le monde veut l'utiliser parce qu'on s'est rendu compte. Soit on est convaincu, on veut bien le faire. Par exemple, il y a des gens qui écrivent toute la journée des romans sur l'intelligence artificielle et qui le vendent en ligne, même s'il y a
pas énormément de gens qui vont les prendre quand même, étant donné que nous vivons un monde un peu globalisé, ça rapporte de l'argent. Il y en a d'autres qui demandent à ChatGPT comment monter une affaire et tout ça. Bon, il y a toutes sortes d'utilisations et les gens disent, mais voilà, nous avons un outil nouveau et la compétitivité fait que, voilà, je peux appliquer moi aussi. Il y a aussi une brèche formidable. Il y a quelques années, je pouvais être sûr sur le fait qu'il n'y a pas de créativité. C'est-à-dire, la créativité humaine, c'est vraiment autre chose par rapport à un fonctionnement algorithmique. C'est-à-dire, l'algorithme, il te dit, des lignes de code, il dit à la machine ce qu'elle doit faire, et elle fait selon les instructions. En fait, nous, on programmait auparavant comme ça. Dans ta tête, tu penses que si tu lui dis comme ça, il va faire ce que tu penses. Tu commences à écrire les lignes de code, tu te rends compte qu'il fait différemment. Tu ne comprends pas pourquoi il fait différemment. Tu commences à corriger tes propos jusqu'au moment où la machine va donner les résultats, c'est-à-dire il va se comporter dans la façon que tu attends. Ok, et tu corriges, tu te rends compte que tu t'es trompé, que tu ne disais pas comme tu devais le faire. La machine te comprend finalement, elle donne les résultats. Mais ce processus-là est impressionnant. Moi, j'ai pleuré. Je pleurais la nuit. Ça m'est arrivé quand je faisais ma thèse de doctorat, avec des programmes qui ne donnaient pas des résultats, des jours et des nuits comme ça. Je pleurais la nuit parce que entrer dans la pensée algorithmique et tout le temps penser pourquoi il ne comprend pas, pourquoi il agit comme ça, même si je m'attends qu'il fasse autre chose, c'est vraiment un effort intellectuel de pouvoir dire à la machine de telle façon qu'elle comprend entre guillemets, voilà, qu'elle assume correctement ce que tu lui donnes. Donc, personnellement, moi je pense qu'il y a aussi un changement dans notre façon de penser quand tu insistes avec cette pensée algorithmique. De toute façon, classiquement parlant, on ne pouvait pas dire que les machines sont créatives. Mais qu'est-ce qui se passe avec le ChatGPT? On est surpris par la vivacité, si on peut dire, de la créativité actuelle de cet outil. C'est-à-dire, on ne s'attend pas à ce genre de résultats. Pour la première fois aussi, ça c'est redoutable pour le ChatGPT, il est capable, par exemple, de corriger des lignes de code. C'est-à-dire, avant, on dépensait un temps fou pour voir, avec des compilateurs, où se trouve l'erreur, par exemple, les erreurs. Il y avait beaucoup d'erreurs. Maintenant, tu prends les lignes de code, tu les mets sur le ChatGPT, où se trouve l'erreur, et il te donne. Parce que lui, il est capable, c'est un programme qui, pour la première fois, il est capable d'éditer lui-même des lignes de code. Il fait lui-même des programmes. Par exemple, il fait lui-même des algorithmes pour résoudre telle ou telle situation. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est une étape nouvelle impressionnante. On ne devinait pas que ça pourrait exister. Donc, c'est un élément de nouveauté. Et la créativité, en fait, ce n'est pas une vraie créativité, mais quand même, quand tu as des millions, des milliards de paramètres différents et tous les joues d'une façon insoupçonnée, ça ressemble à la créativité. Classiquement parlant, les ordinateurs peuvent donner des numéros aléatoires, par exemple, mais bon, derrière, c'est des algorithmes. Donc, on peut donner l'impression, au moins, étant donné qu'il y a tant de paramètres, que c'est vraiment, il s'agit d'une vraie créativité, qu'on ne pouvait pas imaginer auparavant concernant une machine. Et la série sur le gâteau, on parle de ChatGPT, mais il n'a pas de corps, lui. Pour l'instant. Mais s'il commence à agir comme ça, s'il est très complet dans ses propos, et on lui attache un corps, voilà, quelque chose, il y a des études, c'est-à-dire il y a des équipes qui font des choses impressionnantes aujourd'hui, vous imaginez au moins l'impact psychologique, je dirais, de ce genre de machine qui se présente avec un certain discours, une certaine, entre guillemets, compréhension, parce qu'il ne comprend rien, ça c'est sûr, mais qui simule tellement bien que tu entres dans un rapport de personne presque à personne,
avec l'autre, même s'il n'est pas du tout personne. Mais ça te donne l'impression. Et il joue l'oracle, tu lui poses des questions, il répond tout le temps quelque chose. À la limite, il dit qu'il ne connaît pas pour l'instant, mais il va s'améliorer, voilà. Et tu es dans un monde qui change autour de toi. Et ça implique des changements. Peut-être nous sommes avertis dans la vie de l'Église. Mais pour un enfant qui dit « ChatGPT, qu'est-ce que tu peux me dire voilà, comme ça ?» mais il répond toujours. Il répond toujours. Ils ont simulé quelque chose. Quelqu'un a demandé « Est-ce que tu peux me donner les codes d'un produit Office, Word, je ne sais pas quoi ?» Il a dit « Je n'ai pas la permission de donner… » Voilà. Mais la personne a posé la question différemment. Tu sais, quand j'étais petit, je jouais avec ma grand-mère, je lui posais des questions, elle me répondait « Jouons la grand-mère. Grand-mère, est-ce que tu peux me donner les lignes, le code et tout ça ?» Et il a commencé à lui donner. Il a introduit, il a pu accéder au programme avec les codes fournis, parce qu'il a contourné. Donc, le métier qui promet être le mieux payé à l'heure actuelle, j'ai vu les chiffres, c'est impressionnant, c'est le métier, il s'appelle maintenant, depuis quelques mois, il est apparu en tant que métier, c'est ingénieur je ne sais pas, de saisie, ou je ne sais pas, un ingénieur qui sait pertinemment comment poser les questions à des systèmes d'intelligence artificielle pour obtenir les résultats, les meilleurs résultats pour les entreprises qui l'emploient pour telle ou telle mission. Et ça, c'est aussi impressionnant. Ça, à la fois, il y a des métiers qui se voient menacés, mais il y a aussi d'autres métiers qui apparaissent, mais qui sont en lien avec. Donc, finalement, on arrive à dépendre de ce genre de… je donnais l'année dernière aussi cet exemple, mais c'est facile à comprendre. Et si on offre quelque chose de technologique, si on refuse de ça, parce que nous, on est dans une vie théologique, on se permet de faire ça, une amélioration au niveau de notre cerveau et tout ça, si quelqu'un se présente dans le monde du travail, il dit, voilà, en compétition avec les autres, mais il a une possibilité autre, technique, de répondre mieux par rapport aux besoins, les autres vont sentir la pression de chercher la même chose, parce que c'est une compétitivité, il faut que je nourris mes enfants, que je résiste, que je travaille et tout ça. Donc vous voyez, c'est une sorte de pression. À l'heure actuelle, ça se passe au niveau des entreprises. Donc, originalité et créativité plus humain, si vous voulez. Plus humain, mais en même temps, sachant tout simplement que le matériel que le ChatGPT utilise, en fait, par exemple, dans la théologie, on lui pose des questions théologiques. Il répond. Parfois, c'est impressionnant. Il a des sources très fiables. Mais je pense que côté probabilité, il peut savoir qui sont les théologiens, disons, les plus connus, dont leur discours est le plus accepté et tout ça. Il fait des synthèses qui sont très pertinentes, finalement. Mais derrière, c'est un travail des humains. Ce n'est pas lui qui a compris quoi que ce soit là-bas. Mais par contre, le système t'impressionne sur le fait que sur des questions de probabilité, que ça soit vraiment la réponse pour moi, il réussit à te donner des versions qui sont vraiment intéressantes. Moi, je me suis cherché moi-même sur ChatGPT. Je suis nul là-dedans. C'est-à-dire, bon, il a combiné des choses, il m'a placé à Bucarest, tout ça. Mais Père Marc-Antoine, il est un théologien très connu, voilà et tout ça. Donc, la compétitivité, c'est terrible. Voilà. Après, ChatGPT utilise des ressources jusqu'à 2021, par exemple. Bon. Donc, de toute façon, créativité, originalité, je pense qu'on est devant une vraie simulation qui est impressionnante. Maintenant, j'entre dans quelques questions qui sont vraiment pour montrer le changement de paradigme. Il y a un auteur que je viens de découvrir qui pose ce problème, l'intelligence artificielle est-elle en train de changer la nature même de la recherche physique? C'est vraiment impressionnant. En fait, il s'agit plutôt de la méthode de machine learning. Mais ce genre de questionnement, c'est vraiment, ça donne des frissons. Et je vais vous démontrer, d'après ce qu'il dit, que oui, on est en train de. En fait, classiquement parlant, selon Descartes, si vous voulez, mais ça résiste toujours comme méthode, pour gérer quelque chose de très complexe, on essaie voilà, pour respecter la méthode exacte, je vous dis, devant un problème, il faut le décomposer en autant d'états permettant de construire des suites simples de raisonnement.
et à chaque étape, le déterminisme s'applique. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, dans le monde de la physique quantique, en fait, en général, on essaye d'identifier une particule, si vous voulez, de l'isoler, identifier, de se rendre compte où elle agit, et après, sur des comportements à grande échelle, de la voir et de l'identifier, de voir comment elle fonctionne dans le monde réel. Cette méthode-là est plutôt derrière maintenant, parce que maintenant on prend des grandes quantités d'informations, parce que les outils à l'heure actuelle permettent de travailler des grandes quantités de données. Donc on n'identifie plus une telle ou telle particule, on prend tout, on provoque une réaction pour toute la masse et on commence statistiquement de voir les répétitions, d'identifier où ça se passe, le même phénomène de l'autre côté et tout ça. Et c'est une méthode qui s'améliore avec le machine learning, c'est-à-dire il y a des paramètres qui peuvent affiner ce genre de recherche. Et du coup, c'est un changement au niveau de méthode, parce qu'auparavant on identifiait quelque chose de petit, on essayait de laisser la complexité de partir de quelque chose de petit pour voir où elle agit. Maintenant on prend les grandes quantités, on applique ce genre de méthode et on identifie ce qui est répétitif, voilà, et tout ça. Donc c'est un changement de paradigme, mais à partir d'une méthode, disons, au sein de l'informatique, on n'a jamais imaginé que ça peut donner des résultats, disons, ailleurs. Mais vous voyez, ça change en tant que méthode. Et d'habitude, dans l'histoire de la science, vous avez Thomas Kuhn, il vous parle de paradigme, c'est-à-dire d'une vision sur les choses. On applique la science selon le paradigme du moment. On avait le paradigme de la physique classique, on a changé de paradigme pour la physique quantique, par exemple, et plus ou moins, je ne sais pas s'il y a un changement de paradigme, mais quand même, il y a quelque chose qui bouge dans la recherche fondamentale. Et donc le réductionnisme de Descartes, on l'oublie aujourd'hui. Et aussi, bon, je n'entrerai pas dans des détails, mais la connaissance devient quelque chose d'autre, c'est-à-dire ça change aussi au niveau de la connaissance, parce que déjà avec la physique quantique, vous savez, les réalités qu'on observe, c'est des réalités d'interface, c'est-à-dire il y a une objectivité faible qui s'installe. Avant, c'était l'objectivité forte, c'est-à-dire on avait une sorte de neutralité entre moi et l'objet observé. Moi, je suis ici, lui, il est là, je l'observe, je le décris, je dis ce qui le concerne. Ça, c'est la physique classique, newtonienne. La physique quantique, c'est que j'interagis avec l'objet. Je lui envoie un fascicule de quelque chose, il réagit, il me donne il se transforme, je vois la transformation, je peux le décrire parce que j'ai provoqué quelque chose sur lui. Donc, je n'arrive plus à observer quelque chose d'une façon neutre. Tout le temps, la réalité qui se dévoile, c'est une réalité d'interface, c'est-à-dire provoquée par moi-même. Donc, moi, en tant qu'observateur, moi, je fais partie du processus. Et maintenant, il y a un changement là-dedans, c'est-à-dire, je ne m'occupe plus d'une petite particule quelque part, voilà, et tout ça. J'utilise des grandes masses d'informations et tout ça. Je vois les régularités. Et il y a des systèmes automatiques qui se calibrent de telle façon que ça m'aide au-delà de tout ce que je pouvais faire comme paramètres, par exemple, qui se dévoilent et qui affinent, si vous voulez, cette façon de se dévoiler. Bon, donc il y a un changement. Un autre domaine, si vous voulez, d'action, c'est la médecine. Moi, j'ai donné deux titres ici, ce n'est pas les miens. Comment l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la médecine. C'est eux qui disent. Deux articles différents, voilà, en train de révolutionner la médecine, donc deux ressources différentes. On parle aujourd'hui d'une révolution. Après, moi, je pense que les choses ne sont pas si impressionnantes que ça. J'ai une interview qui est devant moi ici. Voilà, pour vous dire quelque chose de très simple, en fait, où se trouvent déjà les bases de la révolution.
c'est pour la première fois aussi, toujours pour la première fois, qu'on peut combiner des informations différentes. Vous imaginez un hôpital, vous avez des données sur des supports différents. Par exemple, vous faites un IRM, vous faites une échographie. Déjà, l'image d'IRM n'est pas nécessairement compatible avec l'image de l'échographie. Il y a une autre résolution, taille, voilà, et tout ça. C'est différent. Après, parfois, il y a du texte. On fait des mesures, on prend des mesures avec des appareils différents et tout ça. Donc, il y a des informations sur des fractures différentes, si on peut dire, qu'on construit de façon différente. Pour la première fois, on peut utiliser tout ça d'une façon globale. C'est-à-dire on peut passer d'une information à l'autre. Les systèmes permettent à l'heure actuelle le stockage des informations qui deviennent compatibles les unes avec les autres. Et ça devient des masses d'informations, c'est-à-dire comme je disais hier, des tsunamis d'informations, des quantités énormes d'informations pour lesquelles les outils développés à l'heure actuelle sont magnifiques pour pouvoir les traiter. Donc, un hôpital, à l'heure actuelle déjà, ne peut pas se dispenser de ce genre d'outils parce que les services différents, dans cet hôpital, tu as des informations, mais le patient, il était auparavant, je ne sais pas quel hôpital. Donc, ils se mettent en lien, ils valident ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce qui s'est passé il y a 3 ans et tout ça, et tout d'une façon informatique. Donc l'homme ne peut pas faire ça. Donc on est bien conscient qu'il y a des choses qui s'automatisent. Après, c'est la question de l'interprétation. Donc, il y a des gens qui ont tapé sur ChatGPT parce qu'il fonctionne comme un oracle pour certains. ChatGPT, je sens ça, voilà et tout ça. Est-ce que j'ai besoin d'un médecin? Et il lui dit oui, il faut aller très vite. Et parution dans la presse, il a posé la question au ChatGPT, il a dit oui, il est allé, il a vu que voilà, il y avait une pathologie, par exemple. Mais il peut se tromper, ChatGPT. Soyons bien conscients que si il a des éléments de vérité, parfois il mélange les choses avec des choses imaginaires. Le mot hallucination qu'on a utilisé, c'est un mot clé qu'on a défini nous-mêmes pour lui dire quand sa production ne répond pas aux attentes. Mais ce n'est pas une vraie hallucination. C'est-à-dire, selon ses calculs, c'est comme ça et pas différemment. Il faut qu'on l'améliore davantage. Okay? Donc, pour le milieu hospitalier, si vous voulez, il y a des acquis qu'on ne peut pas régresser maintenant, donc ça, c'est acquis. Ce qui nous intéresse, ce qui nous pose vraiment problème, c'est l'interprétation et le rôle de l'humain par rapport à l'aide que la partie informatique nous donne. Et là-bas, aussi, il y a une sorte de pression ou de toute façon une invitation à voir le rôle du médecin. Donc, c'est vrai que pour l'expertise, c'est ce qu'on constate d'une façon statistique, il y a des études. S'il fait des comparaisons dans des bases de données des millions, pas des milliards peut-être, mais des millions de cas différents, bien sûr qu'il peut agir avec une expertise, disons, différente par rapport à un médecin qui a connu quelques dizaines de milliers, par exemple, et qui ne se souvient pas nécessairement de toutes les images qu'il a vues dans sa vie pour comparer et tout ça. Lui, il fait ça d'une façon informatisée. Mais mes constats à l'heure actuelle, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner non plus et qu'il ne faut pas laisser à la place de l'humain la machine. Et c'est ce qui ressort aussi de toutes les études en cours. Par exemple, donc, des spécialistes qui disent que l'intelligence artificielle peut accomplir de nombreuses tâches, notamment en radiologie, identifier tumeurs, cancers et tout ça, ça on comprend très bien. Pour la dosimétrie, aussi pour la quantité de radiation, il est très bien pour calculer d'une façon meilleure, au moins pour certains cas. Mais après, il y a aussi des anomalies, ça il faut le dire. Ça dépend, par exemple, si le patient, ils ont signalé des cas comme ça, c'est le patient lui-même qui a pris des photos sur un cancer de peau et tout ça, et qui n'était pas fiable, c'est-à-dire les systèmes ne sont pas infaillibles, c'est-à-dire en fonction des données dont tu les alimentes, ils peuvent avoir des résultats ou pas. Et donc, toujours l'humain est important derrière. Les entreprises.
Mais les entreprises à l'heure actuelle, le moteur, on voit bien en France les pépinières des entreprises, voilà, on investit beaucoup, si vous voulez, dans nos possibilités de créer des lieux de travail, de produire de la plus-value et tout ça. Et donc, dans le monde des entreprises à l'heure actuelle, me semble-t-il qu'il y a un combat. Donc, classiquement, on a pensé... ils disent comme ça, va transformer en profondeur les structures de prise de décision à la tête des entreprises et révolutionnera la fiabilité, l'expertise et la complexité de chacune d'entre elles. En fait, la révolution, si vous voulez, c'est qu'avant, on pouvait faire des expertises avec des coûts astronomiques, mais avec les outils, par exemple, comme ChatGPT ou d'autres, on peut, c'est-à-dire, ça démocratise en quelque sorte ce genre d'exercice. Il y a même des personnes qui peuvent faire des choses qu'auparavant nécessitaient tout un collectif, si on peut dire. Donc, les entreprises à l'heure actuelle, moi je vois, c'est-à-dire je touche un tout petit peu dans le monde du travail, les gens se bousculent en quelque sorte, d'introduire et de faire travailler au sein de leur structure l'intelligence artificielle. Quand je dis l'intelligence, bien sûr, on utilise toujours les guillemets, l'intelligence artificielle, vous voyez, c'est un concept qui couvre un outil, si vous voulez, une façon de traiter l'information, d'une façon automatisée. Il y a des intelligences, il y a des réseaux différents. Et il ne faut pas imaginer que c'est uniquement le ChatGPT au niveau mondial et qu'on voilà, on doit tenir compte de ça uniquement. Non. En fait, le principe de l'intelligence artificielle, on peut, chaque structure, créer son propre intelligence artificielle. Pour le monde des interprètes, par exemple. Pour le monde des médecins. Pour le monde, je ne sais pas, pour des préoccupations différentes, tu développes ta propre structure. Et cette propre structure, tu l'alimentes avec les données qui sont vraiment particulières au domaine dont tu es impliqué. Et ça devient un outil de travail pour ta structure qui te donne un avantage par rapport à la concurrence sur le marché. D'où la compétitivité qui est en cours. Et donc, vous avez par exemple une télévision qui est rempli à propos d'avatars, d'intelligence artificielle et tout ça, qui a remplacé les présentateurs avec des avatars en tant que présentateurs, donc des personnes qui n'existent pas. On sent un tout petit peu, on voit que ce n'est pas de réel, mais par contre, il n'y a pas de souci par rapport aux fautes qu'on peut avoir avec une personne réelle. Au niveau de coût, mais c'est facile maintenant, on peut imaginer que tu donnes même le texte et qu'elle va le lire. Tu donnes le texte, il n'y a pas de faute, il va le lire exactement ce que tu veux que ça soit lu, et comme ça, tu es sauvé par rapport à dépenses. Voilà, tu reformules, si on peut dire, tout un département. Donc, dans les entreprises, il y a des fonctionnalités, si vous voulez, qui permettent le remplacement des humains avec voilà, les produits de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est en cours partout. Pourquoi? Parce que c'est la compétitivité. Si mon voisin il fait ça et moi je ne fais pas ça, moi je suis c'est-à-dire je risque d'être sorti du marché parce que je n'arrive pas à tenir le coup. Donc, j'ai montré pour la physique quantique, pour la physique fondamentale, j'ai parlé de la médecine, je parlais des entreprises, donc vous voyez des milieux là où on agit, où on est vraiment directement impliqué. Maintenant, vidéo, image, musique, l'intelligence artificielle, mais elle fait des choses impressionnantes. C'est-à-dire, on peut produire des images. Par exemple, j'étais avec Vassili à un certain moment, je voulais mettre une photo pour un avatar ou quelque chose, on était sur un je sais pas, un site ou quelque chose, on devait faire un compte, et je lui dis, il faut qu'on mette une image qui compte, mais pas la nôtre. Et il me dit, ah mais aucun souci, on va produire une image. Comment produire une image? Il y a un algorithme qui te produit un visage humain qui n'existe pas, mais un vrai visage humain, c'est-à-dire que tu as l'impression comme quoi c'est le visage de quelqu'un, mais lui, il n'existe pas. Et pour eux, c'est un outil pour les enfants, un outil en quelques minutes, ils te produisent une personne qui n'existe pas. Visage, je parle. Mais après, avec l'intelligence artificielle et toutes les techniques comme ça, tu peux donner une image, il te fabrique le personnage qui bouge, qui est en train de sourire et tout ça. Donc, imaginez, je vais vous montrer après des listes de possibles conséquences. Mais imaginons donc,
Au niveau de la voix, ils ont réussi à cloner Lennon, par exemple, de Beatles. Et donc, ils peuvent produire à l'heure actuelle, c'est une analyse spectrale, je pense, de la voix, et tu peux refaire la voix de telle ou telle personnalité musicale. Et tu le mets chanter autre chose, par exemple. Et ce qui s'est arrivé, c'est-à-dire c'est récent. Donc, l'industrie de la musique, mais ils ont commencé à bouillonner maintenant parce qu'ils ne savent pas comment prendre ça. On peut fabriquer des personnalités de la musique, si vous voulez. On peut démocratiser le processus, c'est-à-dire chacun peut jouer avec ça. Donc, vous voyez, où sont les droits, comment utiliser les droits de la voix, voilà. Il y a toute une préoccupation à l'heure actuelle. Donc, au niveau de l'image, au niveau du son, de la musique, au niveau de la vidéo, on peut produire. Donc tout se passe devant nous sur des écrans. Donc à l'heure actuelle, il est possible de faire tout. Quand je dis de faire tout, il y a même je pense, un petit film célèbre avec Adobe Photoshop, quand quelqu'un transformait, je ne sais pas, un concombre ou quelque chose dans une femme. Voilà, avec des transformations pour montrer qu'en fait tout est possible à l'heure actuelle. Donc, où se trouve l'impact? Mais si on joue avec, il n'y a pas d'impact. Mais si par exemple on présente notre président en train de faire je ne sais pas quoi avec une autre personne, et c'est un fake. Aujourd'hui, on parle de deep fake, de fake profond, si on peut dire. C'est-à-dire, le président de la Roumanie, par exemple, il était en train de boire avec je ne sais pas qui, je ne sais pas sur quel coin de la planète. Mais comment il se permet de faire ça? Et ça te prend du temps de te rendre compte que c'était un fake. Et ça passe dans le monde comme ça. Et tu peux corriger certaines choses, mais parfois c'est trop tard. Voilà, tu entraînes ça peut faire des dégâts. Pour vous dire que tout peut bouger dans tous les sens. Et dernière chose, tenez-vous bien, est-ce qu'on peut parler aux morts? Titre. Mais en fait, je vous explique, ce n'est pas les morts. Mais ce n'est pas les morts, finalement. Ils imaginent de copier, de cloner, si vous voulez, de prendre les caractéristiques personnelles d'une personne vivante, et une fois qu'elle meurt, de fabriquer une entité qui s'exprime comme le défunt, voilà, et de s'entretenir, parce qu'il y a ce genre de créativité, tu lui poses des questions, il te répond avec les paramètres qui font que ça soit ressemblant à la personne. Donc, en quelque sorte, théologiquement parlant, tu commences à fabriquer au moins, à imaginer que tu pourrais fabriquer, même en défunt, une personne, en quelque sorte, oui, où tu te mens et tu dis, ça me suffit, j'oublie la personne réelle elle est partie, mais peu importe, finalement, j'ai fabriqué une autre qui peut la remplacer, qui est mon cher père, mère et tout ça. Donc, voilà, je présente ça uniquement pour nous rendre compte qu'on est dans toutes sortes de possibles. Bien sûr que les gens commencent à frémir et qu'on demande, les plus grandes têtes de la planète demandent un arrêt immédiat de développement et de régulariser tout ça. Bien sûr qu'on est en train de faire ça parce que ça explose. Au niveau de perte des emplois, c'est estimé là, à 600 millions dans le monde et on estime à 300 millions, me semble-t-il, les nouveaux, en fait, les nouvelles possibilités, si on peut dire, mais ça ne remplace pas ce qui est en train de disparaître ou ce qui peut disparaître. Donc, vous imaginez voilà, ce qui peut engendrer dans le monde contemporain voilà, un tel développement sans être encadré. Je vous donne j'ai trouvé ça sur Internet, sans les lire, je ne veux pas abuser de ce temps, on va finir. C'est tout simplement, il y a des menaces. Il y a des menaces qui sont plus importantes. Par exemple, piratage de voitures autonomes. Prendre
la commande d'un véhicule, mais prendre la commande d'une drone, par exemple, sur le théâtre d'opération voilà, de la guerre, par exemple. L'autre envoie une drone, tu prends le contrôle et tu fais ce que tu veux avec la drone. Ce qui s'est passé d'ailleurs, ils ont réussi à faire ça. Voilà, donc il y a toutes sortes de possibilités. Donc ça, c'est la catégorie menaces graves, fausses informations, chantage, piratage et tout ça. Il y a des menaces moins graves, mais quand même, c'est redoutable, c'est sérieux, c'est-à-dire ça introduit un désordre dans nos sociétés avec des possibilités finalement immenses de faire le mal. Vous retrouvez ici la reconnaissance faciale, c'est-à-dire on peut contourner, voilà. Mais tout se passe en informatique, je répète toujours, tout se passe en informatique. C'est-à-dire ce que tu ressens comme information sur un écran. Pas plus que cela. Mais comme tu utilises l'écran pour tant de choses, tu as la signature électronique aujourd'hui, on peut fausser beaucoup de choses. Comme on travaille beaucoup, on s'est investi beaucoup dans le monde informatique, on l'utilise parce que c'est la normalité de nos jours. En fait, tout peut être touché par ce genre d'outils et ça peut provoquer des dégâts dans ce sens-là. Et la dernière liste, les menaces de faible intensité. Ça c'est sympa, fausse critique rédigée par intelligence artificielle. Par exemple, tu es sur un site voilà, qui te recommande telle ou telle demeure, que tu pars en vacances et tout ça, et tu peux avoir la concurrence qui fait un programme comme ça, qui te dit l'envers, c'est-à-dire qui déprécie voilà, ton produit. Et tu te trouves dans la situation, même si tu as une belle demeure, de ne pas pouvoir la promouvoir parce que la concurrence s'occupe voilà, de ta demeure. Je donne un exemple, c'est peut-être très peu finalement par rapport à tout, mais ça change de vie. Au moins au niveau de préoccupation, ça nous rend fous parce que si on s'occupe de tout ça, on n'est pas bien. Voilà, donc pour finir et pour entamer vraiment les réflexions théologiques, moi j'avais pensé, ici sur l'écran vous allez voir, il y a une étude qui vient sortir maintenant qui constate, c'est-à-dire des articles scientifiques cette fois-ci, qui constatent qu'en fait le médecin, le clinicien, il ne peut pas être remplacé. Dans mes études en génie biomédical, en fait, moi j'étais censé aider les médecins pour qu'ils interprètent mieux l'information médicale. Mais en fait, toujours on était au service de cliniciens, de médecins. On ne pouvait pas le remplacer. Et cette étude, par exemple, ça caresse un peu les médecins parce qu'ils disent, oui, statistiquement parlant, vu les résultats, vous ne pouvez pas être remplacé, soyez rassurés. Voilà. Mais quand même, c'est une pression. Je laisse encore comme ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça ? Il y a quelqu'un d'entre nous, en écoutant le père Marc-Antoine, qui m'a dit « Mais tu vois, père Marc-Antoine, il ne s'inquiète pas. Il est bien dans sa peau. Voilà. Il exprime des choses, il est convaincu de ce qu'il dit. Voilà, c'est des choses très concrètes, il exprime voilà, des convictions. Et donc, ça m'a fait penser vraiment à l'océan, si vous voulez, c'est-à-dire à des profondeurs, les profondeurs de la nature humaine, de tout ce que nous sommes là-dedans. Et tout ce qui se passe ici, qui parfois a l'ampleur d'un tsunami, des trucs comme ça, c'est les vagues, c'est à la surface, finalement. Parce que, à n'importe quelle époque, l'humain peut vivre en Dieu et sentir, recevoir par la vie ecclésiale, par l'inspiration de la conscience ecclésiale, même d'une façon prophétique, je dirais, ce qu'il a besoin pour son salut. Et notre exercice ici, nous faisons un exercice ensemble. Nous nous informons par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Bon, c'est différent par rapport à ce qu'on a vécu dans l'histoire, mais en même temps, il faut vraiment dévoiler les mécanismes qui sont derrière, ne pas se laisser trop impressionner, parce que c'est des outils qui peuvent changer radicalement nos vies, qui peuvent anéantir nos vies aussi, ça, ils ont le potentiel, mais nous sommes dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église, nous avons le Seigneur au milieu de nous,
qui nous aident à pouvoir faire face par rapport à ça. Donc, les points d'interrogation, de réflexion pour nous pourraient être comment discerner. Il nous faut des éléments de discernement. Mais pour discerner quelque chose, il faut le connaître, il faut le comprendre dans son mécanisme. Donc l'intelligence artificielle, j'espère bien pour tout le monde qui est là, on a dit exactement, c'est un système informatique mieux calibré qu'avant, qui fait un travail, si vous voulez, statistique, et qui a des possibilités nouvelles, mais qui reste quand même un système informatique, un outil, une machine, si vous voulez. Et donc, nous, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cet outil dans le monde d'aujourd'hui? C'est tout. Comment on l'utilise? Et les gens l'utilisent de leur façon, chacun ce qu'il veut, mais nous, dans la vie ecclésiale, nous avons une vision chrétienne, nous avons une vision dans le Seigneur, nous avons cette présence de l'Esprit Saint qui peut inspirer notre agissement pour faire face par rapport à tel ou tel questionnement actuel, et point final. Et nous devons faire cet exercice-là, et c'est ce que nous faisons maintenant. Mais quand je parle ici de discernement, je parle de l'intelligence spirituelle. On dit à la liturgie, donne-nous l'intelligence spirituelle. Bon, donc il faut célébrer, il faut prier, il faut tout simplement vivre la vie de l'Église. Esprit prophétique, j'insiste là-dessus, parce que la vraie mémoire de l'Église, on se rend compte depuis 2000 ans, bien sûr, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et donc le Saint-Esprit, il agit à n'importe quelle époque. Donc il a les réponses qu'il nous faut. Il faut qu'on soit dans l'Esprit. Par contre, la difficulté actuelle, c'est que si on utilise comme oracle des systèmes différents, parce que de toute façon, ils ont des réponses, on risque d'emplacer au fur et à mesure notre quête de pouvoir entendre dans nos cœurs ce que l'Esprit peut nous donner. On se contente des réponses vite faites, par exemple, et on ne travaille plus spirituellement. Donc la vraie réponse à l'heure actuelle, c'est de faire notre travail spirituel, de travailler pour qu'on soit vraiment des gens connectés tout le temps, 24 sur 24, avec Dieu. Et dans cette connexion-là, c'est comme pour le GPS. Si tu es connecté, tu vois clairement. Si tu perds la connexion, mais tu es dans un impasse. Donc il ne faut pas taper avec la tête dans l'impasse, il faut reculer, repentir, chercher d'autres solutions, mais toujours en relation avec Dieu. Et d'une façon très simple, à la fois nous avons les réponses pour tout, à la fois il faut les préciser, leur dire. Et voilà, donc pas un oracle pour nous. Le dialogique, ça donne l'impression mieux qu'avant, c'est sûr, mais il ne faut pas se laisser enchanter comme ça. Mieux comprendre l'humain et sa vocation, ça nous aide beaucoup parce qu'en copiant l'humain, on se rend compte de la richesse qu'on a et qu'on est. Réel, virtuel, naturel, artificiel, ça bouge, ça change. Le virtuel est très réel aujourd'hui. L'artificiel, si on vit dans un monde artificiel, c'est-à-dire un monde construit par nous, si on était habité par Dieu en faisant ce monde, bien sûr que ce monde peut témoigner Dieu. Mais si on est dans des milieux artificiels où il n'y a pas, Dieu ne s'est pas exprimé, il y a une sorte d'opacité qui est redoutable pour nous. Et en général, les milieux comme ça, ils se désintéressent par rapport aux questions de la transcendance. Donc il ne faut jamais, comme disait Monseigneur Ignace pour ces jeunes chez lui, je vous souhaite que vous passiez le plus de temps dans le offline. Parce que si on est dans l'online, on se perd au fur et à mesure. Et ça, c'est des constats actuels qui peuvent nous servir. Merci.